Thomas Atkinson Latta, donc qui est né vers 1796, grosso modo, et qui est, je dirais, un des premiers qui aborde vraiment le problème de la réanimation. Le choléra, c'est bien entendu une infection bactérienne diarrhéique qui est produite par le Vibrio cholera, qui est donc un germe endotoxinique qui produit une toxine qui va aller stimuler l'intestin et qui aura pour conséquence une fuite d'eau et de sels divers, donc du sodium et du potassium. Le choléra, je dirais, est répandu aujourd'hui à la surface de la Terre, mais il semble que le bassin d'origine, grosso modo, c'est le delta du Gange, à au moins 2 reprises dans le Brahmapoutre. Et donc, effectivement, jusqu'à une période relativement récente, c'est-à-dire jusqu'au début du XIXe siècle, le choléra était resté dans cette zone de l'Inde. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure du développement du commerce international, eh bien, le choléra va progresser, se rapprocher des autres continents, en particulier de l'Europe. Et donc, on va avoir vers l'année 1830 donc, plusieurs épisodes de choléra avec des centaines de milliers de morts dans le monde. Et donc, jusqu'au jour où ce choléra arrive en Angleterre, du port de Sunderland en Angleterre, où on a vu apparaître les premières dizaines de milliers de décès par choléra. Alors, la première personne qui va, il faut quand même signaler qu'à l'époque, donc on se retrouve avec des patients qui étaient extrêmement déshydratés. Et le traitement habituel de l'époque, c'était bien entendu saignée et hémétique, ce qui n'avait que comme conséquence d'aggraver l'état hémodynamique du patient et faciliter le décès. Le premier à intervenir dans ce débat, c'est William O'Shaughnessy, qui est un médecin d'origine irlandaise, né à Limerick, qui a été diplômé de la faculté de médecine d'Édimbourg et qui a réalisé ses premières observations à l'âge de 22 ans. Et il faut signaler qu'il a guidé, donc il a utilisé la chimie pour poser un certain nombre de questions. En fait, il estimait qu'il y avait un défaut d'oxygénation du sang, et ce défaut, il le reliait, alors à l'époque, on ne connaissait pas le transport de l'oxygène par les globules rouges, il le reliait à un déficit en sel. Il imaginait que les sels qui étaient contenus dans le sang facilitaient l'oxygénation. Et donc, en fait, il a d'abord procédé à la fois sur des animaux, mais aussi à partir de recueils de sang et de fécès chez des patients décédés du choléra. Et il a constaté qu'en fait, il y avait un déficit dans le sang d'un certain nombre de substances, de nitrate et de chlorate de potassium, et que lorsqu'il contrôlait ces mêmes produits dans les diarrhées, eh bien, il retrouvait des quantités qui étaient excessives, ce qui confirmait effectivement la fuite de ces ions et de ces molécules du fait de la dysenterie. Donc, à partir de là, il a conçu l'idée, qui était relativement révolutionnaire pour l'époque, d'administrer, alors il n'en est resté qu'au stade d'idée, lui, et d'administrer par voie intraveineuse, voire par voie intestinale, ces mêmes sels pour restaurer au niveau du sang les concentrations initiales de départ avant l'infection. Il y a une description ici d'une patiente qui est décédée, donc il le dit. Sur le sol devant la cheminée gisait une jeune fille de taille lancée avec le visage d'une vieille sorcière, ce qui traduit quand même une immense déshydratation. Elle ne poussait aucun gémissement, ne donnait l'expression d'aucune douleur. La couleur de son visage était celle du plomb, d'un bleu argenté horrible. Ses yeux étaient enfoncés profondément dans les orbites. Donc on a tous les signes de l'hypovolémie, comme poussés à un pouce derrière leur position naturelle. Sa bouche était carrée, ses traits apathiques, etc., etc. En bref, ce visage et cette forme au-delà de la durée habituelle d'un homme.
Donc là, on a deux représentations de l'époque et effectivement, vous voyez, on retrouve cette couleur bleuâtre, l'état des patients extrêmement abattus. Et on voit effectivement, du fait de l'hypovolémie et du fait du défaut d'oxygénation, on retrouve une coloration qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui que dans des chocs toxi-infectieux extrêmement sévères. Alors, il va exposer, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu quand même une avancée, c'est-à-dire dans la compréhension du mécanisme de déshydratation et de fuite ionique. Et donc, O'Shaughnessy va publier en 1831 puis en 1832 l'état de ses recherches. Il a essayé de le réaliser chez le chien, mais en tout cas, en ce qui le concerne, il n'a jamais appliqué ce traitement aux humains. Et il faut bien concevoir qu'appliquer ce traitement n'était pas dans l'ordre habituel des choses. Alors, on sait déjà depuis le XVIe siècle et le début du XVIIe, grâce à des gens comme Harvey, la notion de circulation, et que même Christopher Wren et les gens du même groupe, ce qu'on a appelé l'invisible collège, avaient réalisé un certain nombre d'expérimentations par voie intraveineuse, dont des transfusions de sang, et dont même des anesthésies intraveineuses. Donc, on savait à peu près, on avait une idée que c'était possible, mais en tout cas, ça n'avait été jamais réalisé dans le but de restaurer la volémie du patient pour combattre les effets de l'infection dysenterique. Alors, Latta, donc c'est le personnage central de l'exposé. Lui était aussi dans la région d'Édimbourg. Il s'appelait donc Latta. Il a vécu dans le quartier de Leith, qui est en fait le port d'Édimbourg et qui est même un ancien quartier français fortifié. Les Français s'étaient installés là après les guerres de religion. On pense qu'on n'a pas une date précise de sa date de naissance. Il est né dans les années 1790. Son père est mort en 1807, mais son frère aîné Alexander, qui était lui-même médecin, s'est occupé de son jeune frère. Et Thomas Latta a obtenu son diplôme de médecine en 1819. Alors, ce qui est quand même assez curieux pour l'époque, et ce qui montre en même temps, je dirais, une relative intégration dans la communauté scientifique de l'époque, c'est qu'en tant qu'étudiant en médecine, il a accompagné un autre Écossais, William Scoresby, lors d'une expédition qui était à la fois une expédition de chasse à la baleine au Spitzberg, qui est donc un archipel qui est situé à peu près entre le cercle polaire et le pôle Nord, pour y étudier les icebergs. Et alors, ce qui montre qu'il avait quand même à la fois des talents d'observation et d'écriture. On dit qu'il a eu même l'audace de publier ses propres observations, dont certaines étaient en contradiction avec celles de Scoresby. En 1822, donc, il s'établit en médecine générale à Leith, dans le quartier où il a toujours vécu. Et il y est d'ailleurs décédé en 1833, donc très peu de temps après ses publications, de ce qu'on peut appeler une consomption pulmonaire, c'est-à-dire très vraisemblablement une tuberculose. Voilà, donc ça, c'était ces publications lors de son voyage au Spitzberg. Donc là, j'ai retrouvé, il y a effectivement, en fait, Latta était tombé un petit peu, je dirais, son nom avait été complètement oublié quasiment jusqu'au début du 10, à se pencher sur l'histoire de la médecine. Et effectivement, il y a une place d'Édimbourg qui s'appelait Later Place. Et j'ai retrouvé aussi un volume de chirurgie qui est écrit par un James Later, toujours de la faculté d'Édimbourg, ce qui laisse à penser qu'en fait, c'était toute une famille de médecins. Alors, Latta, lui, a décidé d'appliquer les principes de William O'Shaughnessy et il s'est dit qu'il pourrait essayer de restaurer le volume de sanguin initial en injectant d'abord par voie rétale dans l'intestin de l'eau chaude qui contenait une solution incluant les sels requis, ainsi que d'autres quantités qui étaient administrées par la bouche. Donc, bien évidemment, dans ce contexte infectieux, il n'a observé aucun résultat positif et il s'est posé la question de ce qu'il publiera en 1832 dans un premier article, c'est le fait d'injecter ces solutions dans les veines. Alors, j'ai ici le texte qui est ressorti de l'article du Lancet. J'ai dissous de 2 à 3 drachmes, donc c'est une mesure, de muriate de soude et 2 scrupules. Pour moi, les drachmes, c'était une monnaie grecque. Les
scrupule, c'était plutôt un sentiment. Donc, et 2 scrupules de carbonate de soude dans 6 pintes d'eau et injectés à une température de 44 degrés. Cette question de degré était assez importante pour lui parce qu'il pensait qu'en élevant la température corporelle chez ces patients atteints de choléra et en ajoutant même un bain de vapeur chaud, il pensait que ça pouvait réduire le volume nécessaire à injecter. Bon. Donc, il a injecté, on a ici le calcul du volume injecté, on est à peu près aux alentours de 1,6 litre qui ont été injectés environ un quart de gallon. Et donc, secondairement, dans les différents essais qu'il a faits, il est revenu à une température de la solution injectée aux alentours de 37 degrés, ce qui doit faire grosso modo 92 Fahrenheit. Voilà. Et il raconte effectivement une de ses tentatives de réanimation chez une de ses patientes. Elle avait apparemment atteint les derniers moments de son existence terrestre. Après avoir inséré un tube dans la veine basilique, j'ai observé l'effet. En injectant 11 après 11, j'observais qu'elle commençait à respirer moins péniblement. Bientôt, les traits aiguisés et l'œil enfoncé et la mâchoire affaissée, portant la manifeste impression du sceau de la mort, ont commencé à briller. Le pouls qui avait longtemps cessé est réapparu au poignet, d'abord faible et rapide et de plus en plus distinct. Donc, dans le court espace d'une demi-heure, donc il avait injecté quand même un peu plus d'1 litre, et elle a exprimé d'une voix ferme qu'elle était libre de tout malaise et que ce dont elle avait besoin était un peu de sommeil. Enfin, il va expliquer qu'il a pensé que sa patiente était en sécurité, et comme il était relativement fatigué et en tension et qu'il avait besoin de manger, il l'a laissée à l'hôpital, et en fait, il a appris qu'elle était décédée 5 heures plus tard, toujours par les mêmes causes. Alors, Latin, dans cette courte année de 1832, puisque il faut rappeler qu'il est décédé en 1833, eh bien, il a quand même publié 4 articles dans le Lancet, dont vous avez ici enfin, il y a 3 articles, parce qu'il y a une redite en bas, 3 articles dans le Lancet qui a détaillé effectivement les différents cas qu'il avait eu à traiter. En réalité, on pense qu'il y a grosso modo 25 patients qui ont été traités par ce procédé d'injection intraveineuse, et sur les 25, 8 ont survécu. Alors, donc c'est ce qu'on retrouve, les 25 premiers cas traités, et bien évidemment, même si on les réhydratait, la diarrhée se reproduisait souvent, et les perfusions n'étaient pas maintenues assez longtemps pour maintenir l'équilibre des solutions. On comprend bien que parfois, sur des syndromes diarrhéiques, on va passer de 6, 8, 12 litres de soluté de remplissage, et on en était bien moins. Une autre explication, c'est quand on s'intéresse à la composition des solutions, comparée par exemple au sérum physiologique, eh bien on s'aperçoit dans la partie basse du diaporama qu'effectivement sa solution était hypotonique et que c'était vraisemblablement une des causes je dirais, de la faible stabilité de son traitement. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir comparer ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors de l'épidémie de choléra de 1832 en Grande-Bretagne, on a quand même eu 3 avancées importantes. C'est-à-dire l'analyse chimique des fluides corporels, c'est quand même les débuts de la biochimie à destination de la médecine. Et je crois que ça, c'est une grande avancée. Peut-être qu'il aurait mérité un prix Nobel, O'Shaughnessy. La tentative de traitement oral par le sel et l'eau, on retrouvera ces propositions dans le courant des années 70 pour le choléra. Et surtout les débuts de la thérapie par fluide intraveineuse. Alors, il faut bien voir que ce traitement a disparu avec la mort de Latin. Il est mort jeune, donc ça n'a pas perduré. Il y avait un relatif scepticisme médical, un manque de connaissances biochimiques et physiologiques, et sans doute une mauvaise sélection des patients, c'est-à-dire qu'en fait, on ne traitait que les patients en dernière extrémité. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que l'épidémie, comme beaucoup d'épidémies, s'est éteinte comme elle est venue. C'est-à-dire qu'elle a frappé un certain nombre de patients, et puis les choses se sont amendées. Et donc, comme il n'y a pas eu en tout cas pour la Grande-Bretagne de nouvel épisode épidémique,
eh bien, le traitement est tombé dans l'oubli. Il n'y a pas eu de stimulus pour prolonger les études et ça en est resté là. Très brièvement, pour revenir et pour approcher un petit peu de la fin de cet exposé, qu'est devenu William O'Shaughnessy? Donc, William O'Shaughnessy, c'est ce médecin qui est le premier à avoir réalisé les analyses biochimiques du sang et des selles des patients souffrant de choléra, qui avait fait des propositions, mais qui en tout cas n'avait pas traité les patients. Eh bien, il a fait une immense carrière par la suite parce qu'il est parti au Bengale en tant que chirurgien. Il y a été extrêmement actif dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en chimique. Il a beaucoup publié. Et puis en 1839, il s'est intéressé au télégraphe électrique, à tel point qu'en 1853, il a été nommé directeur général de l'Indian Telegraph Company et qu'en fait, il a pu installer jusqu'à 4000 miles de lignes télégraphiques dans toute l'Inde. Et il a été fait chevalier en 1856. Il est mort à Southsea en 1889. Et je dirais que dans son obituaire, personne n'a parlé de l'épisode du choléra dans les années 30. Alors, William O'Shaughnessy aussi est celui qui a amené dans la pharmacopée britannique et peut-être même européenne, c'est lui qui a introduit à la fois la cocaïne et aussi l'usage de produits à base de cannabis. Vous savez qu'on commence maintenant en France à délivrer enfin sur un plan officiel des dérivés du cannabis, en particulier dans le traitement des douleurs chroniques. Eh bien, William O'Shaughnessy, c'était parmi toutes les choses sur lesquelles il s'est penché. Il s'était intéressé à l'action du cannabis en thérapeutique. Et en fait, pour en finir et pour se rapprocher, je dirais, un petit peu de notre spécialité, de rappeler que John Snow, celui à qui on doit l'anesthésie à la reine, parmi toutes les choses sur lesquelles il a travaillé, eh bien, c'était un énorme travail épidémiologique, puisqu'il a pu mettre en évidence la contamination dans les quartiers qui étaient les plus touchés de Londres, de certaines fontaines par les latrines adjacentes, et expliquer effectivement comment se faisait la contamination par le choléra. Et là, ça a quand même été une avancée énorme dans le domaine de la prévention des dysenteries. J'en resterai là. Je vous remercie de votre attention. Cette notion de perfusion n'est absolument pas parvenue en France, puisqu'en 1830, on en était encore aux différents traitements, c'est-à-dire la saignée, les purges et la diète. Donc, et notamment Broussais, qui a soi-disant soigné Casimir Perrier, mais je ne pense pas qu'il avait le choléra, mais il l'a soigné pour choléra et il lui a donné 80 sangsues autour du cou et autour des fesses. et avec des purges et la diète. Bon, il a quand même tenu 1 mois et demi, donc c'est ça qui me fait dire que ce n'était pas le choléra. Et on a mis très longtemps pour arriver à ce traitement de perfusion qui n'est apparu qu'à partir de quelle date à peu près? C'est fin du 19e. Fin du 19e, on a commencé à perfuser les patients avec des solutions. On avait progressé, je dirais, dans la chimie, et on a commencé à avoir des solutions qui étaient un peu l'ancêtre du sérum, enfin, qui était le sérum physiologique, et des solutions qui ont précédé un petit peu le Ringer lactate de Hartmann. Vers 1910, j'ai vu un appareil, une pompe pour perfuser les gens, qui arrivait à passer 12 litres en 3 heures. Oui, voilà. Voilà. C'était pour les pays asiatiques. Un peu comme pour la COVID, aujourd'hui, le traitement, c'est une chose, la prévention, c'est encore plus important. Et l'approche de santé publique, et, du moins à Montréal, avait été vue déjà par et Wilfred Nelson et William Hingston, qui se sont intéressés à la santé publique, qui ont publié et qui ont pris des actions comme politiciens pour avoir des meilleurs systèmes d'égout et éviter que les gens se contaminent. Donc, c'est important de traiter, mais je pense qu'on peut se croiser les doigts que l'approche préventive a été encore plus importante. Je pense que c'est tout à fait réel.
Je pense que c'est à partir du moment et d'ailleurs, on peut voir, par exemple, pour un exemple tout simple, c'est l'Éthiopie qui récemment a développé des éléments, je dirais, de prévention, c'est-à-dire se laver les mains avant de cuisiner, se laver les mains avant de manger et mettre des latrines à distance des sources. Et à partir de là, l'Éthiopie a vu reculer la mortalité globale, et en particulier la mortalité infantile, et augmenter l'espérance de vie. Oui, mais tu as bien fait de parler de John Snow à la fin, parce que c'est quand même John Snow qui a découvert que ça venait des rivières et d'un certain puits. Et à côté du fameux pub John Snow, il y a un petit monument fait pour John Snow, qui est une fontaine pour montrer la fermeture du puits. Mais il a continué à prêcher sur le fait que quand il y avait le choléra, il fallait absolument protéger, ne pas boire l'eau des sources contaminées, mais ça a mis beaucoup de temps pour être accepté. Alors, il y a la même chose ici en Gironde, avec le docteur Jean Hameau, qui est plus connu comme étant le fondateur de la ville d'Arcachon et qui était médecin de campagne du côté d'Arcachon, la Teste, et qui a mis en relation le choléra avec les eaux contaminées par les latrines et par les égouts des villages qu'il y avait autour. Alors, il a cru que c'était un virus qui donnait il a appelé ça un virus, et il était médecin de campagne, il n'avait pas beaucoup de moyens, et il a demandé à l'Académie de médecine de Bordeaux, il a fait un rapport à l'Académie de médecine de Bordeaux en disant « cherchez et vous trouverez ». Parce que lui, il ne pouvait pas y arriver. Donc, cherchez et vous trouverez. Et les académiciens de Bordeaux ont refermé le rapport et ils n'ont jamais cherché. Donc, on n'a pas été, on n'a pas eu cette découverte bordelaise, qui aurait pu être bordelaise s'ils avaient été écoutés. Il a même eu il avait même écrit à l'Académie de médecine de Paris, et là, ça n'a même pas été évoqué en séance. Et c'était à quelle date? Jean Hameau. Oui, mais c'était à quelle date? Oh, là, je n'ai pas la date exacte dans ma tête, là, je ne sais pas. Mais c'était 1850? Oui, c'est autour au milieu du 19e siècle, parce qu'il y a eu des épidémies, l'épidémie de choléra d'Angleterre est descendue en France, d'abord en Normandie, je crois, puis à la région, et puis aussi en Aquitaine. Ça a fait beaucoup de dégâts par le port, par les bateaux. Et moi, j'ai une question qui m'a toujours un petit peu taraudé, Marc, et c'est également pour le début des rachianesthésies. Ils utilisaient, comment ils fabriquaient leurs solutions? Parce que s'ils prenaient l'eau de la fontaine contaminée, c'était pas forcément très bien. Est-ce qu'ils pensaient à stériliser leurs solutions? Comment ils faisaient? J'ai aucune idée. Je l'imagine. Enfin, on était déjà dans Lister était passé par là. Et Pasteur. Oui. Donc je pense que un peu après, oui. Vous avez appris. Oui. Je pense. Alors, je t'avoue, je n'ai pas trouvé d'éléments sur. Ça serait intéressant de savoir le début où il y a, oui, peut-être un début de réponse du Canada. De façon anecdotique, les sœurs hospitalières de Saint-Joseph à l'Hôtel-Dieu de Montréal préparaient elles-mêmes les solutés physiologiques et elles ne prenaient pas de chance, elles mettaient des médailles religieuses à l'intérieur. Ça ajoutait un peu des éléments de magnésium et autres qui pouvaient être requis. Oui, si elles mettaient un peu de courant électrique, ça faisait de l'hydrolyse. On a perdu leur recette, mais j'ai vu les bouteilles là, avec les médailles qu'elles mettaient à l'époque.